On s'excuse de ces légers retards, chères auditrices, chers auditeurs. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Tropicale 92.1 FM. Bienvenue dans votre émission des débats politiques sur la plus authentique des radios. Vous êtes dans votre émission Dimanche en politique. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez partout dans le monde via nos différents canaux de communication. On est en direct chaque dimanche de 15h à 16h pour analyser les faits marquants de la semaine avec nos invités sur ce plateau. 60 minutes de débat, d'analyse et de décryptage. Et ce soir, nous recevons M. Tokpa Dunamou, président du parti Nouvelle Vision PNV. Avec lui, nous analyserons la situation socio-politique de la Guinée, son regard sur la conduite de la transition, quelles conclusions tirées sur les 2 derniers discours du président de la transition et plusieurs autres questions viendront compléter le menu de ce numéro. Pour interagir avec nous, il suffit juste de nous écrire sur le 626 20 56 53. Nous allons relayer vos avis à l'antenne. Aux opérations techniques, Sekou Lossan Kamara m'accompagne. Madiba Kaba, l'enfant des Kanfrandé, vous présente ce numéro de ce dimanche 8 octobre 2023. Bienvenue si c'est maintenant. Vous nous recevez chez vous. Merci encore une fois. Bonne arrivée. Dimanche en politique. C'est une interview de 60 minutes avec un leader politique de premier plan, un acteur de la société civile pour survoler l'actualité nationale et internationale. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kaba. Et heureux de vous recevoir dans ce studio de Tropical FM. C'est moi qui suis honoré. Et voilà, d'entrée de jeu, parce qu'on a un peu accusé de l'État, qui a dit à certaines réalités de nos routes. Et voilà, on s'excuse auprès de nos auditeurs qui sont quand même fidèles à cette émission depuis le début. Je suis le premier à m'excuser. Alors, je vous pose cette question. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation sociopolitique de la Guinée, on vient de célébrer la fête du 2 octobre, la fête de l'indépendance nationale, et on a suivi également le discours du président de la transition à la tribune des Nations Unies, et à la veille du 2 octobre, on a suivi aussi et cette question que l'opinion ne comprend pas. Pourquoi le président a esquivé, en tout cas, cette question du retour à l'ordre constitutionnel dans les 2 discours? Quelle analyse vous en faites? Bien, je voudrais encore une fois vous remercier et saluer vos millions d'auditeurs. Et par rapport à votre question, je voudrais dire que le discours du chef de l'État a fait couler assez d'encre, mais je pense que nous avons aujourd'hui des priorités sur lesquelles nous devons nous concentrer. Le discours du chef de l'État, moi, tout ce qui se dit dans les discours m'importe peu, parce que c'est les actes posés qui sont à apprécier. Vous comprendrez que nous avons connu dans notre pays des hommes qui faisaient de très beaux discours, tout ce que la population voudrait entendre. Ils ont l'art de manipuler le langage pour que chacun soit satisfait, mais dans les actes, vous trouverez qu'ils vont carrément aux antipodes de ce qu'ils disent. Donc je voudrais dire que le discours du chef de l'État, comme il est de tradition, qu'à chaque 2 octobre qu'il fasse une adresse à la nation, je crois qu'il a eu à le faire. Et pour moi, le discours était bon, c'était très bien. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la transition n'a pas dit qu'il n'organiserait pas les élections. Il n'a pas dit qu'il sera candidat. Et pour moi, il ne faudrait pas lui mettre la pression. Il faut le laisser. Personne ne l'a obligé à le dire. Et je pense que, pour moi, c'est un homme de confiance. Il faut lui faire confiance. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signe, Monsieur le Président, quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des leaders d'opinion, la plupart des acteurs de la société civile, quand même, doutent de la sincérité du colonel? Si nous faisons usage des hypothèses pour gérer notre pays, nous aurons assez de difficultés. Je pense qu'il faut laisser les choses se dessiner très bien avant de les apprécier. Pour l'instant, nous pensons que tout va bien. Nous estimons que le président de la transition est jusque-là
fidèle à toutes ces déclarations du 5 septembre 2021. Et pour moi, il est à accompagner et il faut s'inscrire dans ce sens. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans le cas de figure de 2009. Dadis est venu avec beaucoup d'ambition, il a fait des déclarations qui étaient intéressantes, il a dit qu'il ne serait pas candidat, mais à un moment donné, il s'est senti attaqué dans sa dignité par les leaders politiques qui lui prêtaient le désir de se présenter aux élections, qui lui prêtaient le désir de s'éterniser au pouvoir. Et cela l'a amené à un certain niveau de colère, jusqu'à ce qu'il a déclaré qu'il serait que si les hommes politiques continuaient dans cette lancée, qu'ils jetteraient la tenue pour se présenter aux élections. Je pense que tout cela a été fait pour dissuader, pour essayer de mettre, pour que ces hommes politiques mettent un peu d'eau dans leur vin. Donc, quelque part, quand quelqu'un vient avec beaucoup de volonté, avec voilà, le désir de bien faire, il ne faudrait pas lui mettre la pression. N'oubliez pas que c'est des militaires. Si vous les poussez jusqu'au mur, ils vont vous montrer d'autres faces. Mais vous pensez que c'est la pression qu'on est en train de mettre derrière le président colonel Mamadi Doumbouya, quand on sait qu'aujourd'hui, quand même, il y a eu cet accord avec la CEDEAO, un accord de 24 mois de transition, et aujourd'hui, nous sommes à peu près, il ne reste que 14 mois. Et quand on sait que pour le retour des civils au pouvoir, le calendrier est très chargé. Vous avez à seulement 14 mois de la fin de la transition, un recensement général de la population, un nouveau officier électoral, une nouvelle constitution, un référendum. À cette allure, est-ce un glissement de calendrier, n'est-il pas envisageable? Pour l'instant, évitons nous-mêmes d'inscrire cette question de glissement de calendrier dans le discours politique, parce que jusque-là, pour moi, tout est possible. Le recensement dont vous parlez, le recensement dont vous parlez, ça peut se faire en un mois. Et je m'explique. Si vous déployez 10 agents dans chaque sous-préfecture, 10 agents dans chaque sous-préfecture en 10 jours, en 30 jours, c'est-à-dire en un mois, ils auront fini de recenser toute la population de la sous-préfecture. Donc ça dépendra des moyens que nous déploierons. Et jusque-là, le CNRD ne nous a pas dit qu'il n'en a pas les moyens. Donc nous estimons que jusque-là, le calendrier est tenu, nous les regardons. Nous ne devons pas être les premiers à annoncer le glissement de terrain. C'est justement ça le problème en Guinée. Mais vous pensez que nous sommes... C'est par rapport quand même à ce qu'on voit sur le terrain. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faille dire aujourd'hui. Est-ce que vous, acteurs politiques, vous êtes rassurés que à ce niveau-là, il y a eu quand même des avancées par rapport au retour des civils au pouvoir? Oui, je vous dirais qu'il y a eu des avancées parce que est-ce qu'il y a des avancées? Le recensement général de la population. Est-ce qu'il y a des avancées? Je voudrais préciser ici qu'il y a deux recensements. Il y a le RAVEC, c'est-à-dire le recensement à vocation d'état civil, et vous avez le RGPH, qui est le recensement général de la population et de l'habitation. Donc, ce deuxième recensement ne nous concerne pas. Il peut s'étendre dans la durée, même au-delà de la période de transition. Par contre, moi, nous avons pris part, ma coalition, nous avons pris part au cadre de dialogue. Et là, il avait été conclu que le fichier électoral serait tiré du RGA. Non, du RAVEC, du recensement du RAVEC. Donc, pour moi, ce qui nous importe beaucoup, c'est le RAVEC. Et je suis convaincu qu'avec un peu de volonté, même en l'espace de 2 mois, 3 mois, nous pouvons aboutir à un résultat. Mais est-ce que cette volonté-là existe aujourd'hui? Quand on voit, avec tout ce qu'on est en train de voir sur le terrain, quand même, ça inquiète. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes lectures. Je ne sais pas ce que vous voyez sur le terrain, mais moi, ce que je vois, c'est que ces gens qui sont en train de travailler... Nous ne voyons pas le concret sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de ce recensement, est-ce qu'il y a des... Effectivement, des agents sont déployés sur le terrain. Il y a une avancée. Je voudrais encore rappeler que je suis membre du comité permanent de suivi des résolutions du cadre du dialogue. Donc, chaque mois, nous avons une session et au cours des sessions, nous avons au moins un fonctionnaire de l'administration du territoire qui vient nous faire le point. Dites-nous, je pense qu'avec tout ce que nous attendons d'eux, nous sommes sûrs que les choses iront bien. Dites-nous aujourd'hui, à cet instant précis, que tout est en train d'être fait pour que le calendrier soit respecté.
Bon, je ne suis pas le ministre de l'administration du territoire, mais j'interprète. Non, vous êtes déjà dans le cadre de j'essaie de traduire ici les comptes rendus que ce ministère nous fait. Donc, d'après ce compte rendu que nous recevons mensuellement, je peux vous rassurer que le travail est en cours et que jusque-là, il nous rassure que le calendrier sera tenu. Vous avez participé à ces cadres de dialogue interguinéen et vous êtes un membre, vous l'avez dit vous-même, du comité permanent de résolution. Et aujourd'hui, la question qui taraude les esprits des Guinéens, c'est par rapport à ces leaders qui sont quand même absents du pays et que leur situation pose problème. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation dans laquelle notre pays se trouve, et on voit que les grands acteurs politiques sont absents de ce cadre de dialogue, et il y a la CEDEAO qui, quand même, à un moment donné, a haussé le ton par rapport à l'inclusivité du cadre de dialogue. Est-ce que aujourd'hui, le retour de ces leaders-là n'est pas une solution envisageable aussi? Bien, et moi je pense que personne n'a été cherché de ce pays. Moi, c'est la lecture. À votre avis? C'est mon avis, mon humble avis. Personne n'a été cherché, aucun leader n'a été obligé de quitter. On a chassé Cellou Dalein de chez lui, non, mais la même chose. Ça, si on l'a cherché de chez lui, on ne l'a pas cherché de la Guinée. Votre question, c'était de savoir si ceux qui sont dehors, leur présence serait importante, n'est-ce pas? Oui. Moi, je pense que personne jusque-là n'a été cherché de ce pays-là. Personne n'a été exclu aussi du cadre du dialogue. Le cadre du dialogue a été... Mais est-ce que leur absence n'est pas un frein? Non, mais je pense plutôt que leur présence en 2010, pendant la transition de 2010, et leur absence en 2023, pendant cette transition, quand je fais une certaine comparaison, je me dis que cette transition est beaucoup plus apaisée et évolue mieux. Donc, je ne dis pas qu'il devrait rester dehors, je ne dis pas qu'il soit exclu. Mais tous les partis politiques qui sont dans ce cadre de dialogue, quand vous regardez quand même, c'est pas des partis qui sont, c'est pas des grands partis qui... Ça dépend de l'instrument de mesure que vous utilisez pour mesurer les partis. L'instrument de mesure d'un parti politique, c'est les élections. Oui, mais voilà. Écoute... Est-ce que votre parti politique a participé à une élection? Oui, bien sûr, nous sommes allés aux élections de 2020, les élections législatives de 2020, nous étions partis. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Ce que je veux vous dire est qu'en période de transition, les cartes sont rebattues. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend ici. C'est ce qu'on entend. Justement parce que c'est vrai qu'on le dit. Mais c'est ce qu'on entend. Parce que alors qu'il y a des mastodontes de la politique. Je vous dis maintenant que c'est parce que cela est... Vous devez le savoir. Mais vous devez vous inspirer des réalités ailleurs. Vous devez vous inspirer des réalités ailleurs. Partout où il y a eu transition, généralement il y a eu des surprises. Généralement c'est même de ces réalités-là ne sont pas possibles. Ces réalités-là ne sont pas possibles chez nous. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Oui, mais quand on voit la configuration politique de la Guinée, mais c'est rêvé quand même. La configuration politique de la Guinée n'est pas loin des autres de la sous-région. Vous le pensez? Bien sûr. D'accord. Nous avons presque les mêmes réalités. Donc je vous dis maintenant qu'à ce stade-là, il n'y a pas de grands partis, il n'y a pas de petits partis. Tous les partis se valent? Pour moi, les partis se valent. Ah bon? C'est aux élections. Je vais vous dire, en 2020, celui qui était avec le RPG, celui qui était avec le RPG en 2020 parce qu'il voulait combattre Cellou Dalein, parce qu'il voulait combattre l'UFDG, aujourd'hui peut ne pas avoir les mêmes ambitions. Il y a certains aussi qui étaient avec l'UFDG parce qu'ils étaient déçus de la gouvernance de Alpha. Et leur objectif, c'était, disons, de combattre Alpha. Aujourd'hui, Alpha n'est plus là. Les mêmes réalités ne peuvent plus être reconsidérées. Quand on prend les 15 dernières années, on voit quand même les partis politiques qui viennent successivement à la tête des différentes élections ici, que ce soit communales, législatives et présidentielles. Oui, mais... On voit quand même le RPG, l'UFDG, l'UFR, le PDN, ainsi de suite. Oui, mais il y a des changements qui arrivent. Aujourd'hui, nous sommes en période de transition et la configuration politique est en train vraiment d'être affectée par cela parce qu'il y a de profonds changements qui sont en train de s'opérer aujourd'hui. Vous avez de nouveaux leaders qui viennent avec beaucoup de stratégie, avec plus de détermination. Donc, vous ne pouvez rien dire maintenant
en termes de grosseur ou de petitesse d'un parti politique. Mais c'est ce si qu'on vous reproche, nous ne sommes pas allés aux élections. C'est ce qu'on vous reproche, vous. Mais c'est ça aussi le goût. C'est ça le goût de la démocratie. Laissez chacun dire ce qu'il veut. Que ce sont des partis politiques, c'est-à-dire c'est des partenaires du CNRD. La liberté d'expression, j'y tiens tellement que je ne peux pas le refuser. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ici que vous n'êtes pas des partis partenaires du CNRD? Non, à ma connaissance, qui gobe tout ce que le CNRD. À ma connaissance, il n'y a pas de parti partenaire du CNRD aujourd'hui. Il n'y a que des partis qui s'inscrivent dans la logique du développement et d'une transition apaisée de la Guinée. C'est tout. Mais quand même, une transition a pour vocation le retour des civils au pouvoir. Et il y a un calendrier qui a été concocté entre la junte et la CEDEAO. Et vous le savez mieux que moi. Cette définition que vous voulez donner. La junte demande au moins 600 millions de dollars pour organiser toutes ces élections-là. Et on met ça sur la tête de la CEDEAO. C'est pour cela qu'il faut aller au dialogue toujours. Parce qu'il n'appartient pas à la CEDEAO de nous dire ce que nous devons faire de la Guinée et ce que nous devons faire de notre transition. Alors que vous voulez que ceux qui ont réclamé la CEDEAO et ont exigé la présidence de la CEDEAO pour nous imposer ces dictats, sont ailleurs, ce ne sont pas nous. Nous sommes dit qu'il faut se retrouver dans un cadre de dialogue pour définir le contenu de la transition. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qui a motivé notre participation. Oui, mais c'est une contradiction notoire quand on ne veut pas de la CEDEAO, mais on la demande quand même de l'aide. C'est une contradiction, moi je ne comprends pas. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction à ce niveau. Parce que c'est la CEDEAO, pas parce qu'on ne veut pas d'elle, mais c'est elle qui est venue avec sa méthode. Et c'est sa méthode qui était repoussée. Mais elle a imposé sa méthode. Alors si nous devons suivre la méthode de la CEDEAO, il y a vraiment des contraintes. Et ces contraintes-là, la CEDEAO s'est engagée à faire face à ces contraintes-là. Alors il est temps que la CEDEAO prenne aussi ses responsabilités. Et comment vous avez trouvé cette célébration de la 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée? On a quand même la dernière plus grande célébration de notre fête date de 2018. Et ce 2018-là, il y a eu quand même un colonel qui a été révélé au grand public et qui prédestine aujourd'hui à qui est le président de la transition. Quelle analyse faites-vous? Et est-ce que aujourd'hui cette célébration, parce qu'on a vu quand même la solidarité, moi je dis comme ça, des pays poussistes, on a vu le Mali, le Burkina et le Niger. Quand même, ce sont des pays qui se retrouvent dans la même situation. Moi, je ne fais pas le lien entre la révélation que nous avons eue en 2018 et la célébration de la fête cette année, en 2023, je ne fais pas le lien. Pour moi, les choses, par concours de circonstances, notamment cette question de troisième mandat et autres, donc nous avons aujourd'hui le colonel à la tête de ce pays. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que cette fois-ci, la célébration de la fête, il faut féliciter les organisateurs. Il faut que nous soyons de bonne foi, nous les Guinéens, parce que alors qu'il y a certains Guinéens qui ont été empêchés quand même de la célébrer. Parce que Kaloum, on ne pouvait pas rentrer. C'est vous qui me l'apprenez. Non mais si. Vous n'avez pas vu ce communiqué du ministère de l'administration? Oui, mais Kaloum a eu l'honneur. Kaloum a eu l'honneur. Mais il fallait laisser les gens, parce que c'est une fête nationale. Je vous dis maintenant, Kaloum a eu l'honneur. Kaloum a eu l'honneur d'abriter les parades militaires, d'abriter, disons, ce que les autres n'ont pas vécu, n'ont pas assisté. Mais généralement, donc je me dis que c'était plutôt une opportunité pour tous les habitants de Kaloum d'aller découvrir les performances de notre armée, d'aller voir la beauté de la fête. Parce que tout s'est passé ici, il n'avait même pas besoin d'utiliser un engin roulant pour y aller. Mais nous, on avait besoin de venir à Kaloum pour voir. Nous qui étions vraiment dans les quartiers, dans les bas quartiers. Et on nous a empêchés de venir voir notre fête. Quand même, c'est une fête nationale. Moi, je trouve que c'est... Moi, je n'ai pas pris connaissance de cela parce que... Voilà, il y avait une interdiction. Il y avait une interdiction de circulation. Il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de voiture. Si vous n'êtes pas muni... Si vous n'êtes pas... Non, mais écoutez, si vous n'êtes pas muni d'une carte d'invitation... Si vous n'êtes pas muni d'une carte d'invitation, vous ne pouvez pas rentrer à Kaloum. Ce n'était pas possible.
Non, peut-être avec votre engin roulant, mais à ma connaissance, les gens sont rentrés. Ben parce qu'ils avaient les cartes d'invitation. Même si vous n'aviez pas de carte, seulement vous n'entrez pas avec votre engin roulant. Pour moi, et ça, ce sont des mesures qui ont été prises pour la sécurité, pour une bonne organisation, et moi, personnellement, je l'ai apprécié. Et ça fait que nous avons fêté dans la beauté. Et généralement, les fêtes de l'indépendance sont les célèbres peut-être au stade du 28 septembre et d'autres endroits. Et cette année, on a préféré un coin très exigu et on a coupé la circulation pendant près de 2 semaines. Et c'est la route principale qui mène à Kaloum. Bon, fêter au stade et ainsi de suite, ça fait partie de la tradition. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de révolution, nous sommes en train de tout changer. Quand on parle de refondation, il faut bien que les choses changent. Donc aujourd'hui, je pense que ce que nous avons vu ici méritait quand même d'être présenté à l'extérieur aux autres pour dire voici ce que nous sommes et voilà la beauté de la Guinée. Et si vous avez un conseil à donner au colonel Mamadi Doumbouya par rapport à la conduite du dialogue national interguinéen, parce que quand même, c'est des partis mastodontes qui sont restés en marge de ce dialogue-là. Moi, quel appel... Faudrait-il que je vous rappelle ici que par rapport à la transition et par souci d'inclusivité, le président de la transition a fait d'abord un premier décret où il a parlé de cadre de concertation. Pour moi, on ne peut pas aller à une concertation sans dialoguer. Mais certains ont trouvé que le terme était inapproprié. Ils ont exigé un cadre de dialogue. Le terme, cadre de dialogue. Et à cause de cela, disons, le premier décret du président a été abrogé. Il a fait un autre décret pour parler de cadre de transition, juste pour satisfaire aux revendications de ceux qui estimaient qu'il fallait plutôt parler de cadre de dialogue. Cela a été fait. Ils ont exigé que ce cadre de dialogue soit présidé par le Premier ministre. Le Premier ministre en a pris les responsabilités. Il a nommé des facilitateurs. Mais le Premier ministre, le Premier ministre a pris le temps. Le Premier ministre est un acteur de cette transition. Oui, et ces facilitatrices, ces facilitatrices-là, vraiment, on les... Soyons de bonne foi, encore une fois. C'est pas une question. Ces dames, il faut les respecter, il faut les féliciter aujourd'hui. Là où nous sommes là, tel que les choses avaient été amorcées par le camp d'en face, je veux dire, ceux qui ont désiré, ceux qui se sont opposés au dialogue inclusif, si on les avait suivis dans leur démarche, aujourd'hui, vous et moi ne serions pas en paix aujourd'hui. Je pense que la transition est en train de bien partir parce qu'il y a eu ces facilitatrices, parce que le Premier ministre a été suffisamment responsable, il a mis beaucoup de bonne volonté dans ses actions. Mais il est parti lui-même au siège des partis politiques. Il est parti au niveau des QG, des différents partis politiques et des organisations de la société civile, pour les inviter à venir autour de la table. Je pense que c'était largement suffisant en termes de respect pour que chacun reconsidère sa position, ce qui n'a pas été fait chez certaines personnes. Je vous dis maintenant, les partis dont vous parlez ont carrément rejeté. Non, on a vu l'implication des religieux, mais ça n'a pas fonctionné. Non, mais, ça n'a pas marché. Mais voilà, ça veut dire que... Qui est de mauvaise foi. C'est justement la question qu'il faut se poser. Et ces religieux-là, pour le moment, c'est silence radio. Oui, mais écoutez bien. Ils doivent dire quand le Premier ministre se déplace pour aller rencontrer des acteurs politiques, cela n'a pas suffi. Il y a le format qui pose problème. On a eu à nommer des facilitatrices qui ont fait de leur mieux, qui se sont déplacés, qui sont allés les rencontrer. Le Premier ministre est un acteur. Ils ne les ont pas acceptés. Le Premier ministre est un acteur de cette transition. Le Premier ministre est le président du cadre de dialogue. C'est lui qui préside. Voilà. Donc, dans toute organisation, il faut quand même respecter la hiérarchie, il faut respecter certaines choses. Aujourd'hui, le dialogue ne peut pas être organisé par la classe politique. C'est évidemment le gouvernement, c'est évidemment le CNRD qui peut penser à appeler les autres pour dialoguer. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont désigné le Premier ministre pour diriger le dialogue. Et la CEDEAO la CEDEAO n'a pas vocation à gérer... La junte ne veut plus de la CEDEAO.
pourtant, elle a signé... Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Non, mais non. Pourtant, elle a signé un accord de 24 mois avec cette CEDEAO. Non, dire que le CNRD ne veut pas de la CEDEAO, c'est vous qui me l'apprenez. L'autre camp demande un arbitrage de la CEDEAO, quand même des acteurs de... Mais nous sommes suffisamment... Écoutez, ça c'est des expressions que nous devons oublier maintenant. Et c'est propre à cette ancienne classe politique dont vous faites la promotion. Non, je vous dis aujourd'hui, nous de la nouvelle classe politique, nous nous sentons suffisamment responsables, suffisamment responsables, suffisamment matures. La Guinée n'a pas besoin d'une main extérieure pour venir unir les Guinéens. Ça, on ne peut pas accepter ça. Et aujourd'hui, vous pensez que la transition est sur la bonne marche et que les 24 mois, comme on a déjà eu cet accord avec la CEDEAO, seront quand même respectés. Dire que la transition est sur la bonne marche, ça dépend de la lecture que vous et moi nous faisons, que chacun fait de la transition. Pour moi, la transition, ça c'est mon point de vue, la transition, effectivement, notre objectif premier, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est vrai. Mais dans le contexte guinéen, il faut retenir qu'il y a quand même des chantiers à achever avant qu'on aille, avant le retour à l'ordre constitutionnel, avant qu'on aille aux élections. Ces chantiers-là, vous savez que notre pays est gangréné. Vous parlez de quel chantier? La corruption, par exemple, le chantier... Non, mais il n'y a pas de corruption. Le chantier de la lutte contre la corruption, s'il vous plaît. Il y a plus de corruption maintenant. Vous voyez quand même des marchés de gré à gré. Et oui, non, s'il vous plaît. Voilà. Sur quoi vous vous basez pour le dire? Quel est votre... Non, mais on a des informations, nous n'allons pas vous dire... Mais vous allez vous les partager avec nous pour que nous puissions être au même niveau d'information que vous, puisque votre rôle c'est de nous informer. C'est pourquoi on vous informe quand même. Il y a... Oui, mais il ne s'agit pas de le dire comme ça. Dites-moi comment vous avez réussi à savoir qu'aujourd'hui, là, il y a plus de corruption qu'hier. Parce que pour moi, il y a des instruments qui sont en place qui permettent aujourd'hui de savoir qu'il y a quand même une avancée en termes de lutte contre la corruption en Guinée. Ils ont mis la CRIEF, par exemple, est un exemple. La CRIEF est un exemple qu'il faut féliciter. Donc, je dis que, encore une fois, la transition est en train de bien partir. Il faut juste, vous avez posé la question tout à l'heure, quel conseil il faut donner au président de la transition, c'est de faire attention. Parce que nous n'avons jamais reçu un dictateur à la tête de ce pays. On les a toujours fabriqués. Ils viennent avec de la bonne volonté. Ils viennent engagés. Ils viennent soumis à la population, au peuple. Mais nous avons des gens parmi nous. Nous avons un groupe de personnes dans ce pays qui a pour rôle de fabriquer les dictateurs. Ils commencent d'abord par isoler les présidents, faire en sorte que personne n'ait accès à ces présidents. Et après, ils viennent leur dire que sans vous... Comme aujourd'hui, on est en train de... Après, ils viennent dire au président, sans vous, personne n'est là. Sans vous, la Guinée ne peut pas bouger. Exactement. Et le président finit par croire que sans lui, le pays n'est rien. Et il finit par prendre des positions qui ne sont pas celle de la population. Donc, il faut bien qu'il se méfie. Il veut aller aux élections. Il veut faire du bon travail. Il veut laisser son nom dans l'histoire de ce pays. Et je pense que jusque-là, il a toute l'opportunité de le faire. Vous avez le bénéfice des doutes. Vous êtes bien sûr dans votre émission Dimanche en politique. Nous recevons pour vous, chers auditeurs, M. Tokpa Dounamou, un président du parti Nouvelle Vision. Avec lui, nous analyserons la situation sociopolitique de la Guinée, et son regard sur la conduite de la transition et quelles conclusions tirer sur les derniers discours du président de la transition, et plusieurs autres sujets viendront compléter ce menu. Il est déjà dans ce studio. Vous pouvez nous écrire sur le 626 20 56 53. Vous pouvez directement poser vos questions à M. Dounamou, président du parti Nouvelle Vision. En tout cas, on est en train de voir quand même de nouvelles visions parce que c'est de la nouveauté, c'est de la jeunesse, c'est ce qu'on demande. Monsieur le Président, on va aller dans l'autre chapitre de cette interview. Votre parti politique Nouvelle Vision, et quelle est l'actualité de votre parti politique, et il est aujourd'hui représenté en Guinée à combien de pourcents?
Bien, merci pour cette opportunité que vous me donnez encore une fois de présenter le parti Nouvelle Vision au peuple de Guinée. Le parti Nouvelle Vision est un parti de jeunes. En majorité, les jeunes sont en somme des militants, même aux instances dirigeantes, vous avez beaucoup plus de jeunes. Le parti est né en 2011 et il a mis en priorité l'implantation à l'intérieur du pays et partout, et même à l'extérieur. Donc nous avons fait ce travail jusqu'en 2019, voire même jusqu'en 2020. Et aux élections législatives de 2020, nous avons trouvé opportun d'aller essayer le chiffrage des populations. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, le travail continue. Nous avons, à l'heure où je vous parle, des équipes déployées à l'intérieur du pays qui sont en train de mettre les structures en place. Et le Parti Nouvelle Vision ambitionne de participer à toutes les élections à venir. Et c'est pourquoi nous estimons que cette transition est une opportunité. Les hommes politiques sont pressés. Je suis d'accord qu'il faut aller de l'avant. Tu es aussi un homme politique. Oui, bien sûr. Nous sommes souvent pressés. Ça, c'est un défaut que nous avons. Ça, c'est un défaut commun. Mais à un moment donné, tout le combat que nous menons concourt au bien-être des populations, au bien-être du peuple de Guinée. Donc, nous estimons que Alpha Condé, s'il était resté, les élections seraient organisées en 2025. Aujourd'hui, et peut-être pas dans un contexte comme nous sommes en train de vivre maintenant. Donc, nous pensons que une opportunité nous a été offerte avec cette transition. Il faut savoir saisir cette opportunité, il faut savoir l'utiliser pour le bien des populations. Mais quel est le niveau Nous essayons d'accompagner les actions du CNRD et évidemment, nous critiquons quand cela est nécessaire. Quand ce n'est pas bon, nous le disons. Et à des moments donnés, nous faisons le devoir d'écrire même des mémorandums pour leur dire non, notre point de vue sur ce sujet est différent de ce que vous avez eu à avancer et nous pensons qu'il faut aller plutôt dans ce sens-là. Ils ne sont pas obligés de nous écouter, mais c'est un devoir quand nous venons en politique. Parce que pour moi, on vient en politique pour aider son pays, pour participer à la construction de son pays, pour proposer des projets de société. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous dirais tout simplement que nous sommes déjà dans toutes les régions administratives, au niveau des préfectures. Je peux déjà vous dire que nous sommes dans plusieurs préfectures. Et la région forestière, déjà, elle est bouclée depuis 2019. Et la Basse-Côte, depuis 2020, après les élections législatives, nous nous sommes mis à la tâche. Donc, nous avons réussi quand même à installer nos antennes dans toutes les préfectures, c'est-à-dire les chefs-lieux de préfecture. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est certains quartiers de Conakry, et des sous-préfectures de l'intérieur du pays, c'est ce qui nous met les chefs-lieux, les communes et autres. Ça, déjà, c'est pour et nous pensons que ce travail continue et nous ferons ce qui est nécessaire d'ici les prochaines élections. Et qu'est-ce que vous vendez à cette population? Parce que quand même, on a eu pas mal de partis politiques, des acteurs politiques qui ont le miel sur la langue, et après, quand ils viennent aux affaires, ils se transforment en démons. Et notre offre politique, oui, ce que nous proposons au peuple de Guinée, c'est le bien-être de tous. Vous savez, il est difficile de comprendre. Mais comment y parvenir? Je vais vous expliquer cela. Nous, d'abord, nous pensons que à ce stade, on ne peut pas accepter que 65 ans après, que certains Guinéens, avec toute la richesse que nous connaissons ici, que certains Guinéens soient encore en train de chercher à manger. Ça, c'est un problème. Il faut que nous corrigions ça. À chaque fois qu'un Guinéen, que vous êtes assis à la maison en train de manger, pensez qu'il y a d'autres dehors, juste des voisins, peut-être qui mangent une seule fois par jour et qui ont des difficultés même à gagner le seul repas par jour. Et ça doit nous interpeller tous. Ce n'est pas parce qu'on est satisfait qu'il faut laisser les autres. Toute cette richesse de ce pays-là nous appartient. Donc il y a une mauvaise répartition des richesses qu'il faut corriger. C'est pourquoi notre projet de société est beaucoup plus fondé sur l'agriculture. Voilà. Et nous avons aussi une méthode modulaire pour le développement de notre pays. Nous avons pris des idées
dans certaines actions, disons, du RPG de Alpha Condé. Quand il a organisé les fêtes tournantes de l'indépendance à l'intérieur du pays, nous avons trouvé que c'était parfait. Il y avait des imperfections, mais nous avons saisi cette opportunité pour dire que oui, on peut effectivement utiliser cette méthode-là et l'améliorer. Et c'est pourquoi nous estimons que si nous avons la chance de diriger ce pays, il faut faire en sorte que chaque année, au lieu que ce soit par région, mais les 4 régions administratives comprennent au moins 2 préfectures dans chaque région naturelle et qu'on y investisse beaucoup. Vous savez, en 2000, je crois que c'était en 2013, 2014, la fête à Cancan, ça avait coûté 162 milliards, si je ne me trompe pas. 162 milliards. Et nous pouvons faire en sorte qu'au lieu que cela soit investi dans différentes préfectures, mais que plus de 200 ou 300 milliards soient investis dans une seule préfecture. Et si vous prenez 2 à l'intérieur, 2 dans chaque région, vous aurez 8 préfectures qui seront vraiment en quelque sorte développées, parce que là où vous investissez 300 à 400 milliards, sincèrement, ça sera quelque chose. Et quand vous le faites, ça c'est 8 préfectures, en 5 ans, vous avez au moins 40 préfectures qui pourraient être. Ici, nous n'en avons pas. Nous avons environ 38, nous avons 33 plus les 5 communes de Conakry. Donc, il y a bien la possibilité qu'en l'espace de 5 ans, que nous transformions toutes nos préfectures, en tout cas les chefs-lieux. Et après, celui qui vient, après les 5 ans, si on a la chance d'être reconduit ou ceux qui viennent, peut encore investir les mêmes choses, mais cette fois-ci en touchant, en fondant plus les investissements sur les sous-préfectures. Et ça peut nous permettre, en l'espace de 10 ans, vraiment d'avoir une meilleure lecture du développement en République de Guinée. L'autre chose, c'est l'agriculture. Nous faisons la promotion du libéralisme, mais pour moi, quand ça concerne le manger, quand ça concerne comment on appelle, les questions alimentaires, il faut vraiment une grande implication de l'État. Et c'est pourquoi je me dis qu'il faut revenir. Il faut au temps du président Sékou Touré, on avait parlé de FAPA et autres, en tout cas des structures qui étaient gérées par l'État. C'est incompréhensible quand vous voyez un pays comme ça, avec beaucoup de terrains agricoles. Oui, donc nous estimons qu'il faut créer une société nationale d'agriculture. Une société nationale d'agriculture qui va employer les ingénieurs du génie rural que nous formons, qui ne travaillent même pas, qui se retrouvent finalement dans les banques en train de faire autre chose, alors qu'ils sont destinés réellement à aller travailler nos terres. Les agronomes que nous avons, on les forme, on ne les met pas à la tâche. Donc une société nationale d'agriculture qui aura pour vocation d'aménager les plaines que nous connaissons et de faire en sorte qu'il y ait 3 récoltes par mois. De toute façon, l'objectif, c'est d'aller à l'autosuffisance alimentaire, mais surtout la riziculture, que cette société se fonde beaucoup plus sur la riziculture. Et si la riziculture est développée, si on a suffisamment de riz sur le terrain, vous n'aurez pas à dire aux paysans de s'orienter vers les autres cultures, comme le maïs et autres. Donc c'est dire que ça sera déjà un début de l'autosuffisance alimentaire. Monsieur le Président, 2 dernières questions parce qu'on est pris par le temps et j'aurais voulu continuer à allonger cette interview, mais le temps fait défaut. Et quelle est la place de la femme dans votre projet de société et également la place de l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même, comme le rappelle tout le temps Victor Hugo, montre-moi ton école, je te montrerai ta nation. Vous savez que nous ne sommes pas égoïstes, nous sommes très concrets dans ce que nous faisons. Nous allons, en matière de politique de la femme, il faut continuer ce qui a déjà commencé. Parce que les autres ont l'habitude de faire croire que ce que les autres ont commencé n'est jamais bien. Quand ils viennent, ils reprennent tout à zéro, mais nous pensons que ce qui est déjà fait, par rapport à la promotion de la femme en Guinée, c'est déjà bien. Certains parlent aujourd'hui de la parité, d'accord, mais nous ne sommes pas à ce stade. Nous voulons vraiment bien faire, c'est vrai. Nous voulons accompagner les femmes, nous voulons faire en sorte que les femmes soient vraiment impliquées dans la gestion de la chose publique. Mais il faut reconnaître aussi que il y a du travail à faire encore pour que des femmes prennent leur véritable place dans la société. Donc faisons d'abord le travail qu'il faut faire. Après, on fera la promotion de la parité. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que partout où une femme est capable d'être, il faut lui donner l'opportunité. Et la place de l'éducation dans votre projet de société?
Oui, l'éducation, c'est la base de tout. Il faut le reconnaître. Et en la matière, en cette période de transition, je pense qu'il y a eu quand même une grande évolution. Et c'est vrai qu'il y a des petites imperfections qu'il faut toujours corriger. Et ça c'est vous appelez ça des petites imperfections? Oui, mais alors que le pays a besoin de plus de 18 000 enseignants. Il y a des enseignants contractés qui ne sont pas payés depuis 9 mois. Tout ça, c'est un problème d'organisation. C'est pourquoi je dis qu'il y a toujours des imperfections. C'est une œuvre humaine quand même. Donc, avec le temps, on peut arriver à corriger cela, on peut faire des propositions concrètes, soit au temps du CNRD, ou quand nous avons la chance vraiment d'avoir les choses en main, il y a des choses qu'il faut corriger, mais il faut déjà reconnaître qu'il y a eu du travail, il y a eu du chemin en matière d'éducation en Guinée pendant cette période de transition. Et Monsieur le Président, votre dernier mot, adressez-vous à vos militants qui vous écoutent et au peuple de Guinée. Mon dernier mot, c'est de dire au peuple de Guinée que nous sommes en période de transition, et cette transition n'appartient pas à quelqu'un. Les grands, comme vous le dites, ceux qui se disent grands partis politiques, qui veulent confisquer le processus, je pense que le peuple de Guinée doit comprendre qu'il lui appartient à lui de définir le contenu de la transition, de définir ce que nous devons faire de cette transition. Et c'est une opportunité, il faut saisir, il faut faire en sorte que cette transition soit une réussite et que cette transition nous évite d'autres transitions. Parce qu'on ne peut pas aller de transition en transition. Et quand les choses sont mal gérées, il faut vous attendre à de telles situations. Donc, tout le peuple de Guinée doit comprendre que nous avons une opportunité, il faut accompagner le président du CNRD, il faut accompagner le gouvernement pour qu'ensemble nous puissions construire quelque chose, nous puissions fonder les bases d'un véritable développement en Guinée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, monsieur. Et c'était Monsieur Tokba Dounamou, président du parti Nouvelle Vision, qui était l'invité de ce dimanche, l'invité prestige de ce dimanche 8 octobre 2023. On remet ça dimanche prochain. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi.